Un Kohen peut-il survoler des cimetières? Il monte dans un avion et l'avion va planer au-dessus d'un cimetière. Est-ce qu'il y a un problème de se rendre impur en passant sur un cimetière? C'est une question qu'on peut poser pas seulement concernant un Kohen, mais même concernant nous tous. Qu'est-ce qu'il en est pour voler sur Har Habayit? D'accord, je fais une balade en hélicoptère et je survole l'esplanade du mont du Temple. On sait tous qu'il y a une Kedusha, on n'a pas le droit de pénétrer dans le mont du Temple. Cette Kedusha monte jusqu'au ciel, donc peut-être on n'aurait pas le droit de rentrer, de pénétrer dans cette zone, ce couloir aérien qui plane au-dessus du Har Habayit. Alors c'est une question intéressante qui s'était posée la première fois. C'est un pilote en fait qui avait fait tchouva et il s'était penché auprès de le Rav David Morgenstern pour lui dire mais en fait on vole au-dessus en pilotant, il avait remarqué qu'on survole des cimetières. Qu'est-ce qu'il en est pour des Kohanim? C'est une question qui avait été traitée par la suite, donc ça avait été pris au sérieux, c'était en Tafshin Samech Aleph, ça a été relevé par ce pilote. Et donc le Rav, deux élèves de Mir, le Rav Matityahu Emerstein et le Rav Avram Goldschmidt, s'étaient penchés sur la question. En faisant une petite recherche, ils avaient remarqué que ça faisait déjà plus de 40 ans, depuis Tafshin même d'Alet, qu'en fait, il y avait, au niveau géographique, les vols au départ d'Israël, donc qui allaient du côté ouest, vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord, passaient, peut-être pas systématiquement, mais quasi systématiquement, sur des lieux de sépulture, sur des cimetières, le fameux Beit Kvarot de Cholon. Et donc, c'était la trajectoire des vols aériens au départ, vraiment quelques minutes après le décollage. D'où la question, est-ce qu'un Kohen devrait éviter d'emprunter ces vols pour ne pas se retrouver impur? C'est une question qui sera l'Eati de Lavo, qui nous concernera tous quand on voudra manger du Kodesh en restant pur. Et c'est comme j'ai dit, c'est une question qui peut se poser pour le fait de survoler le Har Habayit, l'esplanade du mont du Temple. Alors, ces deux rabbinim avaient été loin, avaient poussé même les autorités à changer la trajectoire des vols. Ils avaient réussi même à obtenir le fait de déplacer les vols de sorte à qu'ils ne passent pas au-dessus de ce cimetière. Et d'ailleurs, ils avaient créé carrément un organisme qui s'occupe de toutes ces questions-là, en sortant même une brochure Kanfei Yona, une brochure de 30-40 pages, dans laquelle ils sortent là-bas un article des Gdolei Israël, des plus grands décisionnaires, qui essayent d'interdire. Et donc là-bas, ils vont à l'encontre, ils essayent d'objecter un petit peu toutes les permissions qui avaient été données par le Rav Epstein dans le Sefer Trumim Krach Chavbet. Donc le Rav Epstein énumère énormément de permissions pour permettre à ces Kohanim d'emprunter ces vols. Dans le Kanfei Yona, les grands décisionnaires se mettent d'accord, quasiment d'accord. C'est une décision qui a été reprise par le Rav Yashiv, qu'on trouve déjà dans le Chazon Ish sur Edea Siman Reshud. Ensuite, il y a eu un mirtav, une lettre du Badat Tzedach Harelite pour interdire formellement tout Kohen d'emprunter des vols qui surplombent les cimetières. Il faut avouer que pas tout le monde ne partage cet interdit. Comme j'ai cité avant, le Rav Epstein permettait ça, le Sefer Erez Vi, Chelket Yaakov. On a même un psak, une décision par le Rav Yitzhak Yosef, je ne me rappelle plus exactement quelle année, qui permet formellement aux Kohanim d'emprunter des vols qui vont voler, planer au-dessus des cimetières. Alors, qu'est-ce qui est pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, il faut déjà savoir, alors c'est pas l'achat de la semaine, d'accord, le Kohen a un interdit, la Torah impose au Kohen de ne pas rentrer au contact avec le mort. Vous savez que le mort, c'est la source suprême de Touma, d'impureté. Donc le Kohen, de par sa Gdusha, sa sainteté, il a ce devoir de ne pas rentrer en contact avec ce symbole d'impureté qui est le mort. On a même 3 interdits dans le langage interdit dans la Torah, les Nefesh Loitama Be'amav, Loitama Bal Be'amav et Loichalu Shem Elohim. On a aussi 2 mitzvot assez, d'accord, Kelushim Elohim et Bekidashto. Donc c'est très très appuyé dans la Torah. Le Kohen doit faire très très attention de ne pas rentrer en contact. D'ailleurs c'est intéressant parce que c'est la seule loi qui nous garde un petit peu en relation avec ces halachot, ces lois relatives à la pureté et l'impureté. Vous savez qu'il y a un traité entier, dans le Seder Mishnah, il y a un Seder entier concernant Taharot. On a une Mishnah Ohalot qui nous parle de toutes ces manières de comment on devient, par quel moyen, par quel biais, les modes de transmission, on devient impur. Et c'est fait partie des Maserot les plus compliqués du Shas Mishnah. Alors, ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'implications halachiques qui concernent les lois d'impureté. Pratiquement la seule implication est très importante, c'est cette loi de Tumat Kohanim, de ne pas, qu'un Kohen ne se rende pas impur. Et il faut savoir aussi que Israël a un interdit de rendre impur le Kohen. C'est-à-dire qu'au-delà du principe général, Ifnei Ivera le Titamir Shol, n'entraîne pas ton prochain dans l'erreur, dans la Vera, il y a un interdit particulier, c'est-à-dire que le Loitama qui a été dû au Kohen appartient aussi au Israël de ne pas rendre impur le mort. C'est ce que nous apprend le Rambam, même si c'est un très grand chidouche, une innovation
laquelle beaucoup ne sont pas d'accord, le Rambam lui dit très clairement, j'ai pas droit de rendre impur le Kohen, à condition que le Kohen soit shogeg. S'il est méside, s'il est volontaire le Kohen, j'ai plus cet interdit, j'aurai uniquement l'interdit de l'ifnei hiver. Mais s'il est shogeg, j'ai cet interdit sous peine et je serai passible de flagellation de malcoute. C'est très intéressant. Vous savez, les Kohanim, ils se posent toujours la question, est-ce que dans les avions, il y a des cadavres ou pas? Dans les avions d'El Al, en provenance de Koutalaret, parfois il y a des cadavres. La vérité, c'est qu'on pourrait se dire aussi, même le Israël qui met son cadavre dans l'avion, il devrait peut-être se poser la question aussi, sur les 300, 200, 300 passagers, en général, il y a souvent un Kohen qui n'est pas au courant, ou qui n'est pas volontaire, etc. Donc, je garde ça en suspens. En tout cas, nous, dans le cadre de ce cours-là, on veut se pencher sur la question survoler, surplaner donc des cimetières. Ce qu'il faut savoir déjà, en guise d'introduction, c'est que les modes de transmission de Touma se divisent par 3. On a la Toumat Maga, Toumat Massa, Toumat Toel. Donc le contact direct par le toucher. Massa, c'est le fait de porter ou déplacer même sans rentrer en contact direct. Oel, littéralement l'attente, alors ça peut être sous 3 formes, a priori. Soit se retrouver sous un même toit avec la Touma. Donc si d'accord on a un toit qui est au-dessus d'une Touma, la Touma va se propager sur tout ce que contient ce Oel, ce toit, cette salle, etc. Il y a encore 2 formes, c'est le mort qui surplane une personne, la personne se rend impure en vertu du principe de Oel, et une personne qui surplane un mort, la personne devient impure en vertu du principe de Oel. Donc, si je suis dans un avion et je vole au-dessus d'un cimetière, à partir du moment où le mort qui est donc enterré et qui se trouve en bas, c'est vrai qu'il est en bas, mais on a un principe dans la Touma. Vous savez que la Touma se propage de partout. Ça, on ne va pas rentrer là-dedans, dans l'histoire de comment rentrer dans les hôpitaux, ou qu'est-ce que fait un Kohen quand il doit rentrer dans son immeuble alors qu'il y a un mort, etc. Vous savez qu'un Kohen doit sortir, même s'il dort, on doit le réveiller pour qu'il sorte. Donc, et la Touma se propage de partout. À partir du moment où il y a des ouvertures de Téphar, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand j'ai un mort enterré, la Touma est Bokaad Veolé. Elle monte droit jusqu'au ciel. Il n'y a pas de limite. Le ciel n'a pas de limite. Bokaad, elle est Yorelet, elle descend aussi jusqu'à terre, mais elle monte jusqu'au ciel. Donc à partir du moment où il y a un mort ici, enterré, sa Touma monte jusqu'au ciel, qu'est-ce qui permet au Kohen de passer au-dessus? A priori, il se rend impur en vertu du principe de Oel. Alors, on pourrait dire l'avion fait écran, fait séparation, protège, c'est oui ou non? C'est la question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un principe, c'est-à-dire que le OL, la tente, mis à part le fait qu'elle transmette et qu'elle apporte la Touma, en fait, elle a une autre fonction, c'est qu'elle fait écran avec la Touma. La tente a une double fonction. Elle apporte la Touma, elle transmet, mais aussi elle protège, elle fait écran à la Touma. C'est-à-dire que s'il y a une Touma, ensuite il y a un OL par-dessus, un toit, une pièce, ce qui est au-dessus du toit ou à l'intérieur de la pièce ne reçoit pas, ne devient pas impur, ne se rend pas impur parce que le toit ou le OL fait écran avec la Touma qui est en dessous. Donc c'est le principe de OL, d'où la Mishnah, début Perek Chet, 8e Perek du Maseret de Holot. Il y a des choses qui apportent la Touma et qui font écran, il y a des choses qui apportent qui ne font pas écran, des choses qui font écran qui n'apportent pas, et des choses qui font. Donc c'est le principe des doubles fonctions du OL. D'où la question, est-ce que l'avion pourra jouer ce rôle-là de faire écran avec la Touma? Alors, le premier grand sujet, le sujet principal qui a été traité concernant ce sujet-là, c'est le principe de OL Zarouk, littéralement un OL lancé. En fait, c'est-à-dire un OL mobile. Parce qu'on a une marloquette qui est ramenée plusieurs fois dans le chasse, les Tinret ou Iruvin Lamed, Ragiga Khafé et Nazir Nouné. Marloquette Tanaïm, est-ce qu'un OL Zarouk, un OL mobile, protège aussi de la Touma? Vraiment, on parle concernant Toumat Eret Saami, on va pas rentrer là-dedans. Par exemple, je me balade dans une armoire, aujourd'hui on pourrait parler d'une voiture, d'un train, dans un coffre qui est porté par des animaux, par des humains, par des charrettes, et je rentre comme ça dans un endroit impur, Eret Saami, un cimetière. Est-ce que ça me protège en vertu du principe de OL qui fait écran? On a dit qu'un OL fait écran. Alors, OL fait écran, mais peut-être pas OL Zarouk, le OL qui est mobile. C'est la marloquette, Rabbi aussi. Rabbi Yehuda Nassi avait OL, pardon. C'est pas considéré comme un OL qui fasse écran avec la Touma. Rabbi aussi dit que ça fait écran, ça protège de la Touma. Alors, le Rambam, dans Ilchot Touma Perek Yud, chapitre 11, tranche halakha comme Rabbi. Pourquoi ça fait pas écran, ça protège pas? Quand je dis le Rambam, c'est la plupart des Rishonim. Sauf qu'on a l'avis du Rajba, dans Sefer Avodat HaKodesh,
aussi le Riaz dans les Chotéruvim qui nous dit que la halakha est comme Rabbi aussi, un OL même mobile, même lancé, fait office de OL, qui fait écran, qui protège le tout. Donc déjà, on a le premier indice, on a l'avis du Rajba et du Riaz. Alors, comme j'ai dit, le Rambam et la plupart des films ne partagent pas cet avis-là, mais ça nous donne déjà un appui sur lequel on pourrait peut-être, en s'associant avec d'autres appuis, arriver à une permission. Alors ça, c'est, comme je disais, c'est le sujet principal, c'est-à-dire que OL, ce qui essaye de permettre ici, c'est la protection par l'OL. La question, c'est est-ce qu'un OL lancé, un OL mobile, protège aussi? On a un Rajba et un Riaz qui dit que, d'après on tranche comme Rabbi aussi, que ça protège. Alors qu'est-ce qu'on peut associer à cette logique-là pour permettre? Le Rav Epstein, dans son, comme je disais dans le Tromim, il va rien permettre. On pourrait parler déjà du Jout Yaakov, qui dit que même le Rambam, quand il nous dit que un OL mobile n'est pas un OL, c'est que mi des Rabbanan, mi de Oreta, c'est un bon OL. La Sougia qu'on a citée dans Gitin, Yeruvin, Nazir, etc., c'est mi des Rabbanan, c'est de l'ordre rabbinique. Au niveau de Torah, l'ordre de la Torah, c'est considéré comme un OL qui fait écran. La réalité, c'est qu'on trouve ça aussi dans le Bnei Yehoshua pour répondre à une question très importante. Vous savez que dans le Mansouka Raphaël, on dit que pour puiser l'eau, les mechatat, les fameuses eaux par lesquelles on fabriquait le Efer Para, c'est que quelqu'un qui était rendu impur, pour se rendre pur, il a besoin d'une espèce de potion fabriquée avec la cendre de la para qu'on avait brûlée, qu'on mélangeait avec de l'eau de mechatat. Mais l'eau, et qu'on aille la chercher, la puiser, et faire en sorte, garantir qu'elle reste entièrement pure. Donc la dans ce cas, raconte qu'on amenait des enfants qu'on plaçait sur des taureaux. Ils étaient posés sur une planche de bois qui était elle-même posée sur des taureaux, et de sorte que même si les taureaux en marchant vont peut-être passer sur des endroits tamés, mais cette planche fera écran, en vertu du principe de OL, fera écran, donc les enfants ne deviendront pas tamés, faire en sorte que l'eau qu'ils vont puiser restera entièrement pure. Et la question se pose, mais je n'ai pas compris, OL Zarouk, c'est un OL mobile. Donc comment ça se fait que là ça marche pour tout le monde, alors que finalement Rabbi nous dit que OL Zarouk n'est pas un OL? C'est une grosse question qui est posée dans la Rishonim. Rabbi Noutam nous a donné un tirout de révolution que concernant des taureaux, c'est particulier, et une Xeratakatou, il y a un décret particulier, que le OL qui est formé par les os du taureau font office de OL même en étant mobile, en étant lancé. Donc c'est quelque chose de... Le problème, c'est que dans le Rambam, on ne peut pas dire ça parce que c'est explicite. Le Rambam explicitement n'est pas d'accord avec ça. Donc, comment on va répondre le Rambam? Alors, dit le Pnei Yehoshua et le Merkavet Mishneh, le Rambam, en fait, comprend quand il dit quand il a tranché qu'un OL mobile n'est pas un OL, c'est uniquement Midei Rabbanan. Midei Oraita, c'est un OL, et pour paradoxalement, on se fie sur le Minatora. Donc, on a déjà un deuxième appui, c'est-à-dire qu'à part le Rajba, même le Rambam, finalement, il est d'accord que Minatora, c'est un OL qui fait écran. Simplement Midei Rabbanan. Alors, je ne dis pas que le Rabbanan est très important, mais on pourra peut-être parler qu'il y a ça fait des Rabbanan, etc. Alors, pour essayer de trouver, d'appuyer cette permission-là, il y en a qui vont ajouter, dont le Rav Epstein, on a un fameux Rash et un Roche dans Taharot, qui ne sont pas très connus, qui nous disent qu'en fait, quelque chose qui vole sur un mort ne devient pas tamé. Tout à l'heure, on disait que OL transmet la Touma, oui, mais pas de cette manière-là. C'est pratiquement comme s'ils traduisent une Mishnah dans Taharot. Si ça vole directement sur un mort, ça ne devient pas tamé. Alors c'est très... le chazoniste de Yoredar et Shudalef n'est pas du tout d'accord. Alors il pose beaucoup de questions et il prouve quasiment tout le monde n'est pas d'accord avec cet avis-là. Encore une fois, voilà, on a quand même un avis intéressant. On pourrait rentrer dans la question du poter tefar, c'est-à-dire qu'on sait que si par exemple un mort se trouve dans une caisse et entre le mort et le haut de la caisse, il y a l'écart d'un tefar, alors on n'applique plus un principe, on dit plus que le mort, son impureté monte jusqu'au ciel, droit jusqu'au ciel. Le poter tefar, il empêche cette montée directe de l'impureté du mort jusqu'au ciel. Donc, il faudrait se poser la question, est-ce que les morts qui sont enterrés, c'est vrai qu'aujourd'hui on place le mort, ensuite il y a un espace, on pose des briques, je ne sais pas si dans le temps c'était comme ça, est-ce que dans les cimetières, forcément, entre le mort et l'eau, il y a poter tefar? C'est discuté entre les rabbinim qui disent on ne peut pas se fier là-dessus, par la suite il y a du sable qui rentre, etc., il n'y a plus d'espace. Donc l'histoire de poter tefar, c'est un sujet, à part le fait qu'il faudrait rentrer dans Kever Satoum, où là même poter tefar n'empêche pas la propagation de la Touma, ça rentre dans une autre discussion dans les Shonim, est-ce que ça laisse le bocal voler ou pas? Donc c'est encore un objet de discussion qui pourrait aider à permettre. Il y a le Rav Moshe Feinstein qui nous parle des matériaux, il dit que finalement l'avion il est composé de quels matériaux? Principalement peut-être aluminium, plastique et aluminium.
Alors Rabbi Feinstein veut innover, comme quoi l'aluminium ne reçoit pas la Touma. L'aluminium n'est pas compté dans les 6 matériaux de la Torah qui reçoivent la Touma, et donc il y a une innovation de Rabbi Feinstein, Yoredea, Krarbet, Siman Kouf Kadaet, qui veut dire que ne reçoit pas la Touma. Alors, je vous avoue que il y a une brochure très intéressante, Yeshurun, Krafyud, Nissan Tafshin Samerbet, où là-bas il y a un développement extraordinaire sur tout ce sujet-là. D'ailleurs, ça vaut le détour, parce qu'il y a une très belle préface de David Cohen-Moon concernant ce sujet-là. Là-bas, d'ailleurs, on cite un article au nom de Rav Eliashiv, comme quoi il a entièrement interdit. Et là-bas, dans les Harot, il y a le Rav David Feinstein, le fils de Rav Moshe Feinstein, qui disait que son père lui-même ne comptait pas sur cette innovation, l'aluminium, etc. On ne peut pas s'appuyer vraiment là-dessus. Mis à part le fait que finalement, avec la recherche, les avions sont composés de pas mal de matériaux. On ne peut pas dire que c'est fait entièrement en aluminium. Et même s'il y a des parties en aluminium ou en plastique, il reste quand même pas mal de parties, notamment le moteur qui est principalement d'un matériau qui reçoit la Touma. Donc on pourrait parler du principe de Mahamid. Bref, s'appuyer là-dessus comme ça sera difficile. Il y a encore d'autres manières de s'appuyer, c'est-à-dire que rentrer dans le grand sujet général des Kohanim dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que c'est des Kohanim certains ou pas? Est-ce qu'il y a une définition de Kohen de manière certaine? C'est un grand sujet qui touche qui a beaucoup d'implications, notamment au début de Eben Ezer, Siman Gimel. Donc cette fois, on voit une divergence entre le Maharajdam, le Maharit. Est-ce que Kohen et Chazaka, ils ont un statut de Vadaï, de Safek, Kohen Ezmanenu, le Mitratrino, que prouve du Rambam, comme quoi un Kohen aujourd'hui n'a pas une définition de Kohen de manière certaine. Et donc c'est pour ça qu'il ne mange pas de la Trouma, etc. Donc il y a un Safek Kohen. On pourrait rajouter à ça le Ravad qui est connu dans Ilchot Avel, les lois relatives à l'endeuillé, Perek Guimel, il me semble, qui nous dit que, Ilchot Nezirut, les lois relatives au Nazir Pereke, qui nous dit que Bismanazé, il n'y a plus un Kohen a le droit de se rendre impur. À partir du moment où on est tous Tmeim, on a tous déjà été rentrés en contact avec des morts, donc, Merkoula Veomed, on est déjà dans un état de profanation qui fait en sorte qu'on n'a plus d'interdit. Sur un Ravad, il y a énormément de controverses. C'est un Ravad très très innovateur. Rabbi Akiva Eger, il en parle, il voudrait dire que d'après le Ravad, il n'y a plus de Toumat Kohanim Bismanazé. La plupart des Rachid ne partagent pas cet avis du Ravad. Donc, encore une fois, c'est un avis unique sur lequel on ne peut pas s'appuyer. Est-ce qu'on peut l'associer avec toutes ces permissions qu'on essaie de créer? Peut-être oui, peut-être non. Donc, vous voyez comment il y a énormément d'éléments qu'on pourrait associer, sans rentrer, bien entendu, dans le Safek. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit que c'est des Rabbanan, on a dit que le Kohen est des Safek, il y a encore un Safek sur la Touma. Alors déjà, est-ce que l'avion il va concrètement passer par-dessus le cimetière de Cholon? Il peut y avoir des déviations en raison météorologique ou des déviations au niveau sécurité, on ne sait pas. Alors c'est vrai qu'en général, il y a un moyen de savoir avant, donc on ne peut pas se fier sur le fait qu'on ne sait pas, à partir du moment où on a un moyen de savoir. Il y a qui vont dire, même s'il passe sur le cimetière, il y a parfois des couloirs larges sur lesquels il n'y a pas de tombeau, c'est quand même assez... on ne peut pas trop se fier là-dessus. Mais on pourrait rajouter encore à cela, Enomit Kaven, on a une permission dans toute la Torah de celui qui n'a pas l'intention. Alors bien entendu, sauf dans un cas de Psigrecha où c'est indispensable, c'est obligatoire, la transgression se fera de manière obligatoire, mais là peut-être c'est pas le cas, puisque encore une fois, je ne sais pas s'il va passer par-dessus. Donc on pourrait énumérer énormément de logique pour associer, pour appuyer cette logique principale de permission qui est Oel Zarouk. Mais il faut quand même préciser que si on veut s'appuyer principalement sur l'idée de Oel Zarouk, qu'un OL qui est mobile a peut-être, oui, une définition de OL, en tout cas d'après le Rashba et le Riyaz, ou d'après le Rambam Minatora, il faut savoir que c'est pas sûr que ça marche du tout. Pourquoi? C'est une question que tout le monde pose, enfin, les Rishonim posent, Tosfot dans Eruvin Lamed, dans Chag Garafé, et une Mishnah claire dans Maseret Haolot qui dit qu'un oiseau qui vole ou un habit qui plane ne font pas office de OL pour protéger la Touma. Et tout le monde demande, mais ça dépend d'un marloquette OL Zarouk. Comment ça se fait que là, ça te paraît clair dans la Mishnah Walot Pereke Mishnah Chet, comme quoi ça ne marche pas? Alors il y a plusieurs tiroutim. Tosfot nous dit tout simplement, OL Zarouk, la discussion concernant OL Zarouk ne s'applique uniquement pour un OL qui est posé sur des supports qui sont posés à terre. C'est-à-dire, par exemple, une caisse qui est portée par des taureaux, par des hommes, qui est posée sur une charrette. Donc on pourrait prendre le cas de la voiture, on pourrait prendre le cas d'un train. Là, on rentre dans la discussion d'OL Zarouk, Shmeoel ou Shmeoel. Il y a quelque chose qui vole. Il n'est pas posé, il est complètement détaché, déconnecté de la terre, qui surplane, etc. Là, ça rentre dans le cadre de la Mishnah qui dit qu'un oiseau ou un habit qui plane dans l'air ne peut pas protéger de la Touma. Et donc l'avion est complètement comparable à cet oiseau,
Donc on ne pourrait pas utiliser ce principe de OL qui fait écran. Pour le cas d'un train, ça sera beaucoup plus permissible. D'ailleurs, c'est ce que le titre Eliezer tranche. Donc, il y en a un train ou une voiture. Il y a Shalom Eshiv aussi. Mais si vous allez voir le titre Eliezer Krach Yudbet, on voudrait permettre en fonction de OL. Mais l'avion, ça va être beaucoup plus difficile. Deuxième raison qui est donnée, c'est Rabbeinu Tam, qui nous dit qu'un OL, par définition, c'est quelque chose de posé. Quelque chose de posé. Alors, après, il y a la discussion dans El Zaro, quelque chose de posé quand il est en déplacement. Mais quelque chose que toute sa vocation, ses déplacements, comme le cas d'un avion, c'est probablement, d'après tout le monde, ne serait pas un OL. Donc, c'est pas si facile que ça de s'appuyer sur la logique de OL pour pouvoir permettre. Ce principe de El Zaro qui est quand même très controversé concernant l'avion. D'ailleurs, dans Repraim, il veut dire que concernant El Zaro, il y aurait 4 niveaux. Et l'avion, en fait, serait le dernier niveau. On raconte que l'Ag Baomer, l'année Tafshinaïn, il lui a demandé de Toldot Aaron qui voulait se rendre sur le Har Meron. Et étant donné que ce Har, il est rempli de morts et on ne sait pas exactement comment passer, pour les Kohanim, ce qu'il avait fait, il avait demandé qu'on pose une caisse complètement en bois et qu'on place cette caisse, une espèce de grande boîte en bois, placée sur une voiture et qui sera complètement hermétique. Et donc, même si la voiture, on considérera qu'elle ne ferait pas écran par rapport à la Touma, mais cette boîte par-dessus, etc. Donc, c'est quelque chose qui avait fait polémique à l'époque, jusqu'au jour où le Badatz avait sorti une lettre, il n'y a aucun problème, Armeron pour les Kohanim, en passant par tel et tel chemin. Donc, c'est un sujet comme ça qui est resté, si on veut arriver à une conclusion. Mais avant même de conclure, j'aimerais juste raconter cette anecdote du fameux Sar Moshe Montefiore, qui était un grand philanthrope juif britannique, qui voulait donc acheter des territoires en Israël, et notamment s'était rendu sur cette esplanade du Har HaBayit, du mont du Temple, pour visionner, regarder un petit peu de quoi s'agit-il. Et donc il a été très très critiqué par la suite par le Rav Shmuel de Salant. Donc c'est formellement interdit de pénétrer, c'est Rav Karet, on ne rentre pas dans cet endroit-là, comment tu as pu faire ça, etc. Parce que c'est quand même quelqu'un qui était pratiquant, qui a un grand respect pour la pratique juive. Et même par la suite, il a été mis en Kherem, il a été excommunié par le Rav Moshe Loberbaum, qui était le fils du Chavodad, du Netivot. Sauf qu'ensuite, il a présenté ses excuses, le fait qu'il n'était pas du tout au courant qu'il en interdit, il ne savait pas, il n'aurait jamais fait ça, etc. Donc après, ils se sont mis d'accord avec lui, tout est rentré dans l'ordre. Mais il y a une légende qui voudrait raconter qu'il n'était pas entré comme ça, accompagné d'ailleurs de son Rav, le docteur Lévy. Il était entré dans une boîte de sroukit, une boîte recouverte de vitres. Et donc, vous voyez comment c'est un sujet qui pourrait se poser sur la bête. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans un OL Zarouk, dans un OL mobile, dans une voiture, dans une boîte, etc. Donc, pour arriver à une conclusion, comme je disais au début, ça a été interdit formellement par le Chazon Ish dans Yoredas Siman Resh Yud Aleph. Et c'est pourquoi le Rav Yashiv, dans ce fameux Yeshurun Krach Yud, quand on est allé lui demander, oui, mais il y a telle et telle manière de permettre, il a dit que le Chazon Ish a déjà tranché que c'est interdit. Toutes ces raisons-là ne sont pas suffisamment fortes pour arriver à une permission. Donc, on a quand même le Chazon Ish, Rav Yashiv, on a un Mirtav du Badat Seïda Haridit, Radissim Karidit, et encore beaucoup d'autres que pour eux, c'est entièrement interdit. D'autres décisionnaires ne partagent pas cette interdiction formelle. Alors, il y en a qui vont dire que dans un cas où on ne sait pas trop par où l'avion va passer, on pourrait associer ça à Safek, d'ailleurs rester dans le cadre de Safek des Rabanan à Kula, en fonction de ce qu'on aurait dit que El Zarouk, c'est Safek des Rabanan. À partir du moment où on ne sait pas, alors est-ce qu'on a le devoir d'aller vérifier? Il y en a qui veulent ajouter, alors il y a le Mishnah Alachot dans Tetvav, Siman Koufalef aussi, veut dire que le matos il fait écran. On a le Rav Shammai Gross et le Rav Asher Vestai, aussi le Rav Yitzhak Yosef, donc comme je disais dans son Mirtav qui aurait sorti, ils veulent associer le fait qu'on est dans un Safek. Safek, est-ce que l'avion il va emprunter ce couloir aérien qui passe au-dessus? Safek, est-ce que peut-être on passerait au-dessus de tombe de Goïm, où il n'y a pas de Tomatoel concernant un Goï? Il aurait rajouté le fait que même si on va dire, t'as qu'à vérifier, il y en a un Khatam Sofer au début de Touva qui dit que concernant un Safek des Rabanan, on ne nous demande pas d'aller vérifier. Ils veulent s'appuyer sur l'idée du Safek, d'autres qui rajoutent le Enomit Kaven, ou d'après le Harouk, le Nonicha, etc., qui veulent permettre. Et d'autres qui vont plus loin, qui permettent, même si on sait de manière certaine que ça va passer au-dessus, on pourrait permettre. Donc chacun fera en fonction de son rave. Je sais qu'au niveau des solutions,
Alors, il y avait ce fameux, il me semble en 2013, ça a été photographié, il y avait un Cohen qui s'était mis au moment du collage, s'était enfermé complètement dans un sac. Et en utilisant le principe de Tsamit Patil, on veut dire que voilà, à partir de cela, on pourra trouver une manière de protéger le Cohen de la Touma si, au moment où il passe sur le cimetière, il rentre complètement dans un sac hermétique, il ferme. J'ai vu ramener comme quoi le Rami Ambrazofer avait proposé ça aux Shochatim quand il voyageait pour aller faire la Shrita. Il leur avait dit il y avait des Kohanim, il leur avait dit d'entrer dans un sac. Ça a été permis aussi par le Rabbi Shua de Neuvir. Même si vous allez voir dans le Sefer Kanfe Yona, il remet un petit peu ça en question. Le Rabbi Yashiv qui va interdire. Et entre autres, il ramène la Mishnah dans l'autre de Horadag. Horadag ne fait pas écran à la Touma. En plus de ça, c'est Batel, c'est complètement annulé à son corps. Puis c'est un sac en plastique, etc. Donc il va dire que c'est pas si évident ça de permettre, en vertu du principe de Tsamit Patil. Donc la conclusion, c'est que chacun fera en fonction de son rave. Si on a un cadavre dans l'avion, là c'est beaucoup plus problématique. Tout le monde interdira d'emprunter ce vol avec un mort dans la soute. Concernant voler sur le cimetière, c'est très partagé. Comme je disais, le Badat Seder Haredit, le Rav Yashiv, le Chazonish ont quand même donné cette décision à l'Afrique comme quoi c'était interdit. Le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Shammai Gross, le Rav Sher Vestam, encore beaucoup d'autres. En tout cas, dans un cas de doute, on ne sait pas exactement par où il passe, on peut permettre, et on n'est pas obligé forcément, on n'a pas ce devoir d'aller vérifier chaque vol avant, etc., par quelle trajectoire, quel trajet, quel couloir aérien il va emprunter.